Anne Hidalgo, bonjour. Bonjour. On va parler de la mairie de Paris, de la succession de Martine Aubry, rue de Solferino, de l'inauguration du mémorial de Drancy par le président de la République et de la commémoration au cimetière de Bagneux où vous allez vous rendre ce matin, et puis de l'actualité nationale et internationale qui a été cette semaine très lourde. On va commencer, si vous voulez bien, par la mairie de Paris, même si c'est un peu loin, c'est en 2014. Vous ne vous êtes pas déclaré un peu tôt? Je ne crois pas. Enfin, après, chacun peut avoir le calendrier qui est le sien. Non, moi, je travaille auprès de Bertrand Delanoë. Je suis sa première adjointe depuis 2001. Il avait annoncé depuis longtemps qu'il ne souhaitait pas se représenter et il m'a semblé important de pouvoir repartir à la rencontre des Parisiens, mais dans un autre statut que celui qui est le mien aujourd'hui. Je suis élue, beaucoup d'entre eux me connaissent comme première adjointe. Je resterai d'ailleurs première adjointe jusqu'en mars 2014, mais j'avais besoin aussi de repartir, me renourrir de toute l'énergie de cette ville. Voilà. Et dans cette ville, qui est une ville fabuleuse, on a vraiment des initiatives citoyennes, associatives, des entreprises qui se créent. Et j'ai envie de repartir vraiment, écouter, entendre tout cela et associer les Parisiens, et au-delà de Paris d'ailleurs, à l'élaboration de notre projet pour 2014-2020. Et donc ce temps-là n'est pas un temps qui sera long ou qui va s'effilocher. Au contraire, vraiment, pour comprendre les évolutions de Paris, pour voir ce qu'il faut aussi pour Paris, un nouveau projet, une nouvelle étape doit s'ouvrir après 2014, eh bien, je veux le faire avec les Parisiens en prenant le temps de la discussion et du dialogue avec eux. Alors vous mettez en ordre de bataille, la droite aussi se met, elle, en ordre de bataille, même si c'est encore un petit peu loin, 2014. Vous voudriez qui en face de vous? Vous voyez qui en face de vous? Alors on a Rachida Dati, bien sûr, qui n'a pas caché qu'elle voulait partir. Pour la mairie de Paris, peut-être Pierre Lelouch, et pourquoi pas François Fillon. Lequel serait le mieux pour vous? D'abord, je n'aurais pas à choisir, hein, donc moi je suis très pragmatique et réaliste en politique. Ils choisiront qui ils voudront. Moi, je veux être prête avec un projet qui sera celui que je porterai avec une équipe très large, très rassemblée. J'ai autour de moi un rassemblement vraiment très très large. Hein. Alors, déjà de la famille. Qui vous ferait le moins peur, disons? Je termine là-dessus, de la famille socialiste. Je crois que c'est important de procéder par étapes. J'ai compris que la droite était loin d'être rassemblée, puisque ils envisagent l'année prochaine peut-être de commencer à évoquer des primaires pour Paris. Après, moi, quel que soit le candidat de la droite, franchement, hein, j'ai pas à énoncer de préférence. La question qui se posera pour les Parisiens, c'est le projet. C'est d'abord quel maire pour Paris, bien sûr, quelle personnalité, mais aussi quel projet. Donc, franchement, voilà, qui ils veulent. Est-ce qu'on peut néanmoins envisager qu'il y ait des primaires à gauche pour la mairie de Paris, puisqu'il y a eu des contestations ou des critiques comme celle de Jack Lang qui a parlé de népotisme? Oui, d'abord, Jack Lang est quand même assez isolé. J'ai pas très bien compris pourquoi il parlait de népotisme. Le népotisme, la définition, c'est de donner, en dehors de tout exercice démocratique, le pouvoir à quelqu'un de sa famille. Que je sache, je ne suis ni la fille ni la sœur voilà, de Bertrand Delanoë. Et par ailleurs, nous nous inscrivons dans un exercice extrêmement démocratique. Mais peu importe. Non, les critiques ont été quand même assez mesurées, justement, parce que j'ai conduit un rassemblement très très large. D'abord des élus, les maires d'arrondissement, les députés, les sénateurs socialistes de Paris que j'ai rassemblés sont très très nombreux. Donc, est-ce qu'il y aura des primaires? Moi, j'ai toujours dit, et je continue bien sûr à dire, que s'il y a plusieurs candidatures au sein, par exemple, du PS, la meilleure façon de les départager, ce sera des primaires. Est-ce qu'il y aura des primaires? On verra bien, s'il y a plusieurs candidatures. Ensuite, je pense, et c'est important, puisque je veux conduire un rassemblement très large, et si possible, bien sûr, dès le premier tour de l'élection de 2014, eh bien, on verra avec nos partenaires si ils souhaitent eux-mêmes participer à des primaires très élargies ou pas, avec bien sûr comme condition que si on participe à des primaires, eh bien on constitue une liste qui part ensemble dès le premier tour. Mais je respecte le calendrier et la position des partenaires.
partenaires, hein. Donc pour l'instant, je travaille vraiment à ce rassemblement très large. J'ai créé une association qui s'appelle Oser Paris, dans laquelle pourront venir travailler toutes celles et ceux encartés, pas encartés, de gauche, du centre, démocrate, etc. Toutes celles et ceux qui auront envie de venir travailler à ce projet que nous allons élaborer pour Paris. Alors justement, votre projet, vous avez vu hier, Le Monde titrait à sa une « Échec relatif de Bertrand Delanoë sur les logements sociaux ». Il a beaucoup acheté, il a peu construit. Est-ce que vous allez continuer la même politique ou est-ce que vous envisagez, si vous devenez maire de Paris, une autre politique du logement social ? D'abord, je conteste complètement ce qui est dit dans cette affirmation du Monde. Vous savez, de 2001 à 2014, nous aurons financé 70 000 nouveaux logements sociaux. Nous aurons financé, ça veut dire quoi ? Construire, ça veut dire racheter des immeubles, et notamment on a racheté des immeubles où les locataires étaient susceptibles d'être délogés parce que des immeubles vendus à la découpe. Nous avons donc financé 70 000 logements sociaux, ça veut dire en gros 200 000 personnes qui vont pouvoir rester vivre à Paris alors qu'elles en auraient été chassées. 200 000 personnes, c'est un dixième de la population parisienne. Donc, à tous ceux qui regardent avec un peu de dédain ou de condescendance ce que nous faisons avec Bertrand Delanoë sur le logement social, je leur dis qu'il n'y a pas beaucoup de villes en France, il n'y a pas beaucoup de grandes métropoles mondiales, de statut mondial comme le nôtre, qui se sont engagées aussi résolument, avec un budget extrêmement fort, sur la question du logement social. Donc bien sûr que je vais poursuivre, parce qu'il y a une urgence à continuer à fabriquer du logement social, mais je voudrais aussi aller plus loin. On aura la loi sur l'encadrement des loyers, ça c'est une bonne chose parce que je pense qu'on n'arrivera pas à résoudre la crise du logement au niveau du Grand Paris et de Paris si le secteur privé ne prend pas sa part. Donc il va prendre sa part, notamment par l'encadrement des loyers, mais je veux aller encore plus loin et inviter les grands institutionnels privés du logement à dialoguer avec nous pour qu'on puisse reconstituer et qu'ils puissent reconstituer une offre de logement privé pour les classes moyennes et les jeunes actifs. Parce que ça manque cruellement. Nous faisons du logement social. Dans le logement social, il y a du logement pour les personnes très démunies, du logement pour les personnes qui ont un emploi et qui sont des travailleurs mais avec un faible revenu. Et nous avons aussi une catégorie de logement pour des classes moyennes, ce qu'on appelle le logement intermédiaire. Mais je pense qu'il faut aller plus loin et que les institutionnels du privé s'impliquent avec nous dans cette offre locative privée qu'il faut reconstituer. Alors, Madame Hidalgo, on a vu tout à l'heure que vous n'étiez pas a priori contre des primaires pour la mairie de Paris. Si vous avez dit qu'il y a plusieurs candidats Bien qui sûr. se présentent chez vous, au Parti Socialiste. Alors, justement, en parlant de primaires, est-ce que ça n'aurait pas été mieux d'organiser des primaires pour la succession de Martine Aubry à la tête du PS, comme la droite, par exemple, le fait avec l'UMP ? D'abord, on n'est pas dans la même situation que la droite. La droite sort d'une crise politique majeure, de plusieurs échecs et d'une absence de leadership. Nous ne sommes pas du tout dans cette situation parce que nous avons gagné les élections. Le Parti socialiste a été très très bien reconstruit d'ailleurs par Martine Aubry. Je me souviens ce qu'on disait au moment du congrès de Reims, qui n'a pas été un bon congrès, que c'était un grand parti à la dérive. Bref, il y a eu du travail et ce travail a permis aussi de gagner l'élection majeure qui est l'élection présidentielle. Sur la succession, moi j'avais dit à l'époque, avant qu'on ne sache que c'était Harlem Désir qui serait vraisemblablement notre premier secrétaire, j'avais dit si il n'y a pas de consensus sur le choix du premier secrétaire, il vaut mieux procéder à un vote. Finalement, les choses se sont faites de façon consensuelle puisque et Martine Aubry, Jean-Marc Ayrault et les dirigeants de notre parti ont considéré que Harlem Désir était effectivement la personne qui convenait pour... Mais ce n'est pas terminé puisqu'on a quand même un congrès, il y aura un vote, voilà. Néanmoins, Anne Hidalgo, vous aviez soutenu Harlem Désir pour la direction du Parti Socialiste comme beaucoup d'autres, pas tous. Est-ce que vous estimez quand même que c'est un échec pour Martine Aubry qui soutenait, elle, Cambadélis ?
Non, il n'y a pas d'échec. Non, voilà, c'est vrai qu'on aurait pu éviter peut-être cette période un peu étrange où on se disait mais qui va être premier secrétaire, qui va choisir. Beaucoup de militants socialistes d'ailleurs ne percevaient pas très bien le fait que finalement ils allaient être privés d'un choix, alors que d'habitude c'est quand même eux qui décidaient par le vote de qui était premier secrétaire. Mais je crois que voilà, les choses sont derrière nous, tout ça est derrière nous, et que la candidature d'Harlem au poste de premier secrétaire, qui sera entérinée vraiment au congrès de Toulouse fin octobre, est une très bonne chose pour notre parti. Et vous lui voyez quel avenir à Martine Aubry ? Voilà, elle est maire de Lille, mais je ne suis pas sa porte-parole. Alors 2014, c'est encore loin, et si vous voulez être élu, eh bien, il faut que le gouvernement réussisse, hein. Vous avez vu aujourd'hui, ce matin, il y a un nouveau sondage qui est publié à la fois par le Journal du Dimanche et par le Nouvel Obs, qui donne -11 au président Hollande. Et je crois que c'est -7 pour le Premier ministre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on n'a jamais vu une chute comme ça depuis des années. D'abord, il faut rester serein et calme. Le gouvernement est au travail. Il a été élu, le président a été élu au mois de mai. Il a engagé des réformes importantes. Il y a une situation de crise et d'attente très très forte de la population, qui explique peut-être de l'impatience, de l'envie d'avoir des résultats plus vite. En même temps, vous savez, moi je rencontre aussi beaucoup nos concitoyens à Paris et ailleurs, et ils ont envie que ça réussisse. Je crois que chacun s'était dit que le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait vraiment échoué parce que la politique qu'il conduisait était une politique qui n'était pas juste. Elle reposait uniquement sur ceux qui vivent de leurs revenus du travail. Mais vous parlez toujours de justice, et le résultat de la course, c'est qu'on a une baisse incroyable de la cote de popularité de l'exécutif. On ne comprend pas pourquoi. Il faut tenir compte de la cote de popularité, c'est une donnée importante dans la vie d'un politique. On regarde bien évidemment ces sondages, mais en même temps, l'action politique, elle ne se situe pas que sur le court terme. Est-ce qu'elle est bien expliquée, cette action politique ? Je pense, en tous les cas, que ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, que ce soit sur le front de l'emploi, la loi sur les contrats d'avenir a été votée, les contrats d'avenir vont être mis en place. En matière d'éducation, Vincent Peillon a fait un travail remarquable, c'est-à-dire qu'il a vraiment, je crois, redonné aussi de l'espoir aux enseignants et remis l'école laïque, l'école républicaine, vraiment au cœur de nos priorités, ce qui est une priorité énoncée par François Hollande. En matière de sécurité, je crois que effectivement Manuel Valls s'est attaqué de façon extrêmement sérieuse aux questions d'insécurité qu'il y a dans un certain nombre de quartiers. Tout cela doit produire des résultats. Bien sûr qu'on est tous impatients de voir les résultats arriver le plus vite possible, mais en même temps, je crois que ce gouvernement, en tout cas moi j'ai vraiment confiance dans leur action et dans la façon dont ils travaillent aujourd'hui. Alors, on vous a bien entendu, le gouvernement est au travail. Est-ce qu'il n'y avait rien de plus urgent néanmoins, alors qu'il y a la crise, le chômage, l'endettement et le reste, que d'engager à la hussarde le mariage des homosexuels et le droit de vote des étrangers? D'abord, à la hussarde, non. Ça fait quand même des années qu'on en parle sur le mariage des personnes de même sexe. Ça fait à peu près 15 ans que toutes les formations politiques, en tous les cas la nôtre, travaillent sur ce sujet. Sur la question du droit de vote des étrangers depuis 1981. Vous dites que c'est plié et que vous allez le faire de toute façon. Parce que c'est un engagement de la présidentielle, parce que ça a été très clairement posé par François Hollande comme un des engagements sur lesquels il avancerait. Et puis le droit de vote des étrangers, mais ça figure dans nos programmes depuis 1981. Alors, sur ces deux sujets qui sont assez différents, sur la question du droit du mariage pour tous, il n'y a pas de modification constitutionnelle à faire, donc le débat a été engagé. Un projet de loi va être présenté bientôt en Conseil des ministres.
On va avoir 6 mois de travail parlementaire, d'audition, et donc j'espère qu'on aboutira. Ça me paraît très important. Vous dites, il y a la crise, est-ce que c'est urgent? Mais oui, je crois que c'est très très important, de s'attaquer à la crise, mais aussi dans la crise, il y a une partie de la crise qui est liée au fait que certains citoyens sont considérés comme de seconde Madame Hidalgo, zone. vous parlez de débat. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'au référendum? Non, bien sûr que non. Enfin, le référendum sur le mariage pour tous, c'est vraiment un non-sens. C'est une idée qui a été trouvée par les opposants à cela. Le référendum, il a eu lieu avec la présidentielle. Il y a un travail parlementaire. On est dans une démocratie parlementaire et le Parlement, c'est l'expression du peuple souverain. Le Parlement, faut arrêter quand même. Donc, c'est à ce niveau-là, avec des auditions, le travail que fait le Parlement est toujours très sérieux. On auditionne les pour, les contre, les associations, les personnes, les familles, Pourquoi etc. est-ce que vous dites le mariage pour tous? On ne dit plus maintenant le mariage pour homosexuels. Non, c'est le mariage pour tous, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire, vous savez, moi, je considère, je célèbre beaucoup de mariages aujourd'hui, et je vois les couples qui se marient, notamment dans le mariage civil. On ne parle pas du mariage religieux, on parle du mariage civil, donc de la loi de la République. Les gens qui se marient, c'est pour dire qu'ils aiment un homme, une femme, qu'ils veulent vivre avec lui. C'est ça aujourd'hui le mariage. C'est plus un acte pour transmettre le patrimoine. Ce n'est pas non plus simplement pour la filiation. Moi, je marie des personnes qui ont depuis longtemps dépassé l'âge de procréer. Donc, ils ne se marient pas pour avoir des enfants et constituer une famille. Souvent, d'ailleurs, je marie des gens qui ont déjà une famille avant et qui sont dans des familles recomposées. Donc, la société a évolué et je crois que si on veut... C'est un acte de civilisation que de reconnaître l'égalité des droits et c'est cet acte-là de reconnaissance de l'égalité des droits que l'on veut faire dans le cadre de ce mariage pour tous. Voilà. Et c'est une très très belle idée qui n'enlèvera rien à ceux qui ont des convictions religieuses que je respecte. C'est la loi de la République. La loi de la République, elle est là pour tous. Ça n'empêche pas que des personnes qui sont croyantes et qui considèrent qu'au nom de leur croyance, le mariage doit rester dans une forme plus traditionnelle, ça ne les empêche pas de continuer à penser cela. Mais la société évolue et la loi doit aussi évoluer. Alors Anne Hidalgo, on a vécu une semaine un peu folle avec ce film L'innocence des musulmans qui a provoqué des violences, des manifestations, des morts. À cela se sont surajoutées les caricatures de Charlie Hebdo. Vous pensez que Charlie Hebdo est allé trop loin ? Moi, je suis pour la liberté d'expression. Voilà, je pense qu'il ne faut pas transiger avec ça. Vous savez, alors, ça a blessé. Bon, voilà, c'est de la responsabilité de Charlie Hebdo de décider du moment ou pas, de faire ce qu'ils ont fait. Mais moi, je crois vraiment qu'on a une chance inouïe en France. On ne s'en rend pas compte. La laïcité, c'est un principe fondamental de la République qui permet la liberté d'opinion, la liberté d'expression, qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire. Et il faut préserver cela. Donc, je suis pour la liberté d'expression, même si, effectivement, j'entends et je comprends ceux qui ont été choqués. Mais je voudrais dire que j'ai été vraiment extrêmement frappée. Je n'en attendais pas moins, d'ailleurs, des communautés, et notamment du recteur de la mosquée de Paris, de l'appel au calme qu'il y a eu notamment de la part des musulmans de France pour ne pas sombrer dans la violence à l'issue de cette expression. Voilà, je dis toujours, le droit d'expression, la liberté d'expression, elle a pour limite dans le droit la diffamation. Et si chacun s'estime à un moment ou à un autre diffamé ou autre par un journal, il a le recours du droit. On est dans une société où c'est le droit qui doit gérer tout cela et non pas l'émotion et la violence. Mais je trouve que les appels au calme, la façon dont les choses ont été gérées, commentées par la communauté musulmane de France, ont été très positives. Voilà.
Nadège. Et Marine Le Pen qui dit ni voile ni kippa sur la voie publique, vous en pensez quoi? Écoutez, Marine... Elle est revenue là-dessus. Hein. Enfin, Oui. elle est revenue sur la kippa Oui. et pas sur le voile Oui, dans l'espace public. Écoutez, moi je crois que Marine Le Pen ne joue pas dans le champ de la République. Elle ne joue pas dans le champ de notre communauté nationale. L'histoire de son parti, elle aura beau vouloir l'effacer, mais l'histoire de son parti n'est pas liée justement au mouvement démocratique de la résistance française, aux mouvements démocratiques qui se sont battus contre notamment l'occupation nazie et contre le régime de Vichy. Il faut rappeler les éléments. Vous savez, une société qui perd ses repères, et notamment ses repères historiques, elle peut dire n'importe quoi et évoluer n'importe comment. Hein. Moi, le devoir de mémoire, tout ça, l'histoire, ça me paraît fondamental. On va en parler. Et Marine Le Pen n'est pas là-dedans. Elle n'est pas... Alors après, bien sûr qu'elle a une forme d'habileté à essayer de jouer les uns contre les autres, mais la laïcité dont je parlais tout à l'heure, ça permet quoi? C'est ce qui permet de vivre ensemble. Et elle, ce qu'elle fait, c'est vouloir diviser, vouloir opposer, stigmatiser. Hier, elle dit kippa et voile. Aujourd'hui, elle se dit, oh là, je suis peut-être allée trop loin. Donc, comme elle cherche à stigmatiser d'une façon très caricaturale le monde musulman et l'islam, elle revient un peu en arrière, histoire de dire, vous voyez, je suis pas si extrémiste que ça, mais il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter de considérer qu'elle participe à un débat dans un cadre républicain. Marine Le Pen reste un danger pour la République. Alors qu'est-ce qu'il faut faire de son parti? Son parti est un parti républicain ou c'est un parti anti-républicain? Non, c'est pas un parti républicain, mais c'est un parti qui est autorisé à fonctionner dans le cadre de la démocratie. Donc voilà, s'il fallait l'interdire, c'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui, ce n'est plus le sujet. Mais il faut arrêter de considérer que ce qu'elle dit s'inscrit dans le champ des valeurs républicaines qui sont les nôtres. Voilà, et il faut le commenter de cette façon-là. Moi, je n'en fais pas un acteur lambda de la vie démocratique. En France, vous avez une droite républicaine, sociale, et puis vous avez une extrême droite, parce qu'il y a des droites en France, une extrême droite. Marine Le Pen reste la leader d'une extrême droite qui, dans son ancrage historique, qui continue à être ce qui inspire la pensée de son parti, ne s'inscrit pas, pour moi, dans les valeurs de la République. Alors Anne Hidalgo, vous allez vous rendre ce matin, immédiatement après après le grand entretien à la commémoration du cimetière de Bagneux. Il y avait aussi vendredi l'inauguration par le président de la République du mémorial de Drancy. Drancy, 93, Bagneux, ce sont des lieux qui ont une importance d'autant plus grande qu'ils se situent dans des zones, disons, sensibles. Est-ce que ce sont des cérémonies particulières ? Oui, ce sont vraiment des cérémonies d'abord très importantes. Vous savez, à Paris, nous sommes engagés dans le travail de mémoire avec les associations. Je pense par exemple à tout le travail qui a été fait sur les enfants juifs déportés, un travail qui est fait avec les écoles. Toutes les écoles parisiennes ont travaillé avec l'AMEJ, l'Association pour la mémoire des enfants juifs déportés, pour retrouver la trace, le nom de ces enfants et le réinscrire sur les murs des écoles dans lesquelles ils ont été. Ce travail de mémoire, ce qui s'est fait à Drancy cette semaine, le discours du président de la République à Drancy, la commémoration de Bagneux à laquelle je participe tous les ans depuis que je suis élue, sont des moments très très importants parce que je crois qu'il ne faut pas oublier, il faut rappeler sans cesse que c'est en Europe, sur un continent qui est un continent qui était civilisé, un continent savant, où la science avait sa place, où il y avait de la rationalité, où il y avait des démocraties. Et c'est sur ce continent que s'est produit l'acte le plus ignoble qu'on pouvait imaginer, un acte qu'on peut difficilement même nommer, tellement il était d'une violence contre l'humanité tout entière. Et ça ne peut pas s'effacer. Et
c'est vrai qu'on arrive à un moment où les survivants de cette période, les témoins directs de cette période vont les uns après les autres nous quitter. Ils laissent le travail de mémoire, le témoignage et le travail remarquable de Serge Klarsfeld qui est là aussi, qui nous permet de continuer à travailler et à perpétuer cette mémoire. Mais nous avons une responsabilité collective pour continuer à dire plus jamais ça, même si on a vu malheureusement que plus jamais ça n'avait pas empêché la tuerie de Toulouse et la mort d'enfants parce qu'ils étaient juifs. Mais il faut qu'on continue avec beaucoup de détermination, beaucoup de force, et les commémorations sont là pour cela. Il faut continuer avec d'autant plus de détermination, qu'on a bien vu après la tuerie de Toulouse et par Mohamed Merah que le nombre des actes antisémites avait augmenté, sensiblement augmenté. Tout à fait, et je crois qu'il faut avoir conscience de cet antisémitisme qui existe encore et contre lequel il faut absolument lutter. C'est pour ça que moi je suis très attachée. Vous savez, en France, on a un cadre qui est le cadre républicain, le cadre laïque, qui permet justement de trouver ce vivre ensemble dans le respect des convictions philosophiques, religieuses des uns et des autres. Et je crois que ça, nous ne pouvons pas l'abîmer. Des gens comme Marine Le Pen abîment cela. Manuel Valls dit ce matin, je crois, dans le JDD, des mots très justes sur le fait qu'elle divise alors que la laïcité veut rassembler et faire en sorte que nous soyons dans le vivre ensemble. Donc voilà, moi je suis très attachée à cela. Vous savez, je ne suis pas juive, je suis athée, je suis née en Espagne, j'ai la double nationalité depuis 1974. Valls, d'ailleurs. Oui, et puis il y a plein d'autres gens, mais je suis profondément humaniste et démocrate, et je pense qu'on a une telle chance d'avoir ce cadre philosophique, ce cadre juridique dans notre pays, qu'on n'a pas le droit de l'abîmer, et qu'il faut sans cesse travailler pour que justement chacun se rende compte de cette chance-là. Voilà. Pour ça que je suis profondément républicaine, et le travail de mémoire, c'est aussi un travail qui s'inscrit dans cette mémoire de la République, parce que la Shoah, c'est pas quelque chose qui a simplement touché les Juifs et notamment les Juifs d'Europe. Ça a touché l'humanité tout entière. Voilà, moi je me sens concernée par ces actes de barbarie, d'inhumanité totale qui ont été commis, et je crois qu'on a tous besoin d'essayer de comprendre comment des êtres humains, à un moment donné, peuvent basculer dans cette barbarie collectivement. Dernière question, Nadège. Alors, sur le plan international, vous savez qu'il y a un autre sujet d'inquiétude pour nombre de Juifs, et pas seulement. C'est Israël qui fait face à un danger, le nucléaire iranien. Est-ce que vous aussi, ça vous inquiète? Est-ce que vous y pensez à ce danger? Est-ce que vous comprenez l'angoisse de beaucoup de Juifs face à ce danger? Bien sûr. D'abord, la sécurité d'Israël, elle n'est pas négociable. Elle est là. Elle est vraiment incontournable. C'est la base, d'ailleurs, sur laquelle la communauté internationale s'entend. J'ai entendu aussi les propos, bien sûr, de notre président de la République, mais aussi du président Obama. Sur ce sujet, ça n'est pas négociable. Donc, bien sûr que la sécurité d'Israël est un élément incontournable, et c'est un élément de la sécurité du monde aussi. Donc, le nucléaire iranien est bien sûr plus qu'un sujet de préoccupation. Et d'ailleurs, la façon dont l'Iran se comporte vis-à-vis d'Israël et au sein aussi de la communauté internationale doit être condamnée. Voilà, là-dessus, il y a parfois des approches très simplistes. J'entends des gens dire oui, mais Israël serait coupable d'une occupation. Non, Israël est un pays démocratique qui a obtenu le droit d'exister, et on doit tout faire pour que ce pays puisse exister en toute sécurité. Et puis bien sûr, il faut reconnaître, là-dessus je suis dans la tradition d'ailleurs diplomatique française, il faut reconnaître aussi les droits des Palestiniens à pouvoir exister également. Mais on ne peut pas transiger avec la sécurité d'Israël. Merci Anne Hidalgo. Shana Tova. Merci à vous. Shana Tova. Vous l'avez bien dit.